Oh shit! Aujourd'hui, j'aimerais vous parler de maths de façon très légère. On ne se perdra pas ici dans des considérations obscures comme j'ai l'habitude de le faire sur la chaîne. SO les intégrales à coucher dehors que je vous propose plusieurs fois par an. Ici, on va plutôt aborder le sujet de façon très naturelle et même un petit peu ludique. Si, je vous assure, faites-moi confiance. Dire qu'on aime les maths en société, c'est déjà passer pour une personne assez atypique, étant donné que c'est le cauchemar de la majorité des gens. Alors maintenant, je vous laisse imaginer ce qu'il se produit quand vous annoncez à votre auditoire que les mathématiques sont une passion pour vous et qu'elles vous font tout autant vibrer que le musicien et son instrument, ou encore le dessinateur et son crayon. Pourquoi diable on pourrait avoir choisi de se passionner pour les maths après tout? C'est qu'une succession de symboles obscurs articulés par des formulations logiques. À première vue, rien de très palpitant, mais alors déjà, la passion ne se choisit pas, c'est généralement elle qui vous choisit. Et ensuite, c'est précisément cette obscurité et cette abstraction qui forment toute la beauté et le charme des mathématiques. Si cette discipline résonne en nous comme une magnifique symphonie et que certains théorèmes nous paraissent aussi excitants, c'est qu'il doit nécessairement exister une raison autre que la folie de s'y intéresser. Alors pour ça, il faut comprendre comment naît une passion dans le cœur d'un individu. Je pense que c'est un bon point de départ à notre périple, parce qu'à première vue, c'est pas évident. Et je ne parle bien entendu pas d'un centre d'intérêt lambda que la plupart des gens collectionnent par dizaines, je parle bel et bien d'une passion, ce que Descartes qualifie très noblement comme étant un mouvement de l'âme. Autrement dit, une force indéfectible, sans limite, qui dépasse parfois même le cadre du réel. C'est quelque chose qui a un sens profond pour vous et qui est systématiquement cohérent avec vos valeurs, vos aspirations et même l'entièreté de votre existence en fait. Alors attention parce que ça reste un mot à double tranchant et qui a d'ailleurs une étymologie très péjorative, ça vient du latin patio qui signifie ni plus ni moins la souffrance. Je veux dire pâtir de quelque chose, c'est souffrir de quelque chose. Quand vous dites parfois je vais en pâtir, c'est exactement dire ça, je vais subir la misère. Et ça donne déjà un indice sur les dangers que peuvent engendrer la passion. C'est pour ça qu'on évoque parfois d'ailleurs des gens dévorés par leur propre passion, ou même dans un cadre pénal, vous pouvez trouver la notion de crime passionnel. Donc la passion n'a pas que du bon, c'est pas toujours très joli à voir, et on voit assez bien comment elle pourrait être corrélée à la folie, mais peut-être pas de la façon dont vous le pensez. Certains philosophes s'accordent à dire que la folie est l'extrême de la passion. On est plutôt d'accord, la plupart des gens qui deviennent fous vis-à-vis de leur discipline étaient d'abord et avant tout des passionnés. On a pu le voir dans la vidéo qu'on avait fait sur les logiciens du 19e siècle, par exemple. La passion de la rigueur et de l'exactitude en a fait sombrer plus d'un. Mais fort heureusement, comme tous les extrêmes, c'est très rarement systématique. On pourra donc évincer volontairement pour la suite de notre périple le côté insidieux de la passion pour se focaliser exclusivement sur le positif. Parce que le but de cette vidéo, rappelons-le, c'est de dépeindre rapidement pourquoi les mathématiques ont cette capacité à émouvoir les gens et surtout pourquoi à ce point. Bref, après cet aparté philosophique sur la passion, on pourrait se dire que ça a un côté assez aléatoire. Je veux dire, la passion naît d'un centre d'intérêt, le centre d'intérêt il naît d'une certaine curiosité, et la curiosité, c'est très subjectif comme concept. Ce qui nous rend curieux et stimule notre intérêt, c'est propre à chacun de nous, après tout. La curiosité a certes des aspects très universels, par exemple s'intéresser au monde autour de nous, s'intéresser à des questions existentielles. Il existe effectivement des choses très générales de ce type qui vont susciter la curiosité de l'intégralité des gens, mais quand il s'agit de curiosité personnelle, de ce qui nous touche au plus profond de nous, là, c'est la loterie génétique un petit peu. C'est aussi beaucoup l'environnement dans lequel on grandit, les personnes qu'on rencontre, les expériences que l'on vit. C'est tout un tas de facteurs complexes qui s'entremêlent et sur lesquels vous n'avez quasi aucune influence directe. En particulier quand vous êtes très jeune et que grosso modo vous ne faites rien d'autre hormis vivre l'instant. Et c'est pour ça que dans le cadre mathématique, parfois on parle à tort de dons. Il est très probablement arrivé qu'on vous dise toi de toute façon t'as la bosse des maths, ou encore le fameux ça c'est facile pour toi, t'es matheux. Sauf que c'est pas si simple que ça, c'est pas tant des prédispositions. Il peut évidemment arriver d'en constater quand vous avez des génies purs en face de vous. Je veux dire, Terence Tao, même si tu l'avais fait grandir dans un environnement très défavorable, genre dans une ferme au fin fond de la Creuse avec des parents qui connaissent à peine leur table de multiplication, il y a de grandes chances qu'il aurait quand même brillé dans ce domaine parce qu'il a un foutu QI à 230 et surtout parce que c'est quelque chose qui le captive naturellement. Mais dans la majorité des cas, c'est pas un talent magique qui vous est tombé dessus à la naissance, vous êtes pas né brillant en maths comme ça. En revanche, c'est à partir de vos goûts personnels que vous forgez le premier engrenage d'une machine très complexe. Ce que je maintiens donc à travers tout le verbiage que je viens de faire, c'est qu'on est bon en maths si et seulement si on a une propension naturelle à se tourner vers elle et surtout si on prend du plaisir à en faire. Et encore plus si, carrément, c'est une source de fascination pour vous. Et dès lors que vous avez cet élan de curiosité, c'est comme tout, vous commencez à nourrir un centre d'intérêt. Et dans le cas extrême où ce centre d'intérêt vous tient en haleine des années durant et vous touche personnellement, et peut potentiellement vous faire pleurer même, et là, vous pouvez considérer que c'est passionnel. Et comme vous avez pu le constater, les maths, c'est quelque chose qui me touche particulièrement. Je veux dire, j'aime énormément en discuter, j'aime énormément le partager, bienvenue sur la chaîne, et je trouve, à mon humble avis, que ça a un charme naturel qui est tout à fait saisissant. On en reparlera tout à l'heure, mais parfois vous tombez sur un théorème complexe, vous galérez à l'appréhender au début, vous finissez
par en saisir toute l'essence, et là, c'est l'extase. Un gros résultat, comme j'ai dit, c'est parfois une symphonie. Ça fait rêver, ça transcende, c'est même érotique parfois, hein, je ne déconne même pas. Et on en donnera évidemment un exemple tout à l'heure, hein, mais avant toute chose, j'aimerais continuer à travers mon anecdote personnelle. On pourrait continuer de philosopher longtemps sur les passions, après tout, hein, mais je suis un piètre philosophe, et puis surtout, la vidéo doit continuer. Donc, résumons, les maths constituent un gigantesque terrain de jeu pour ceux que ça captive, un terrain de jeu qui est même sans limite, pour tout vous dire. Et pour connaître l'origine de cette fascination, il faut remonter le temps. Vous êtes petit et fatalement vous avez votre premier contact avec les mathématiques. Hein. Personne n'y coupe malheureusement, hein, à moins de mourir très prématurément. Et tout ce qu'on vous donne, c'est des chiffres. Seulement 10 chiffres. La plupart vont très vite s'en désintéresser, après tout il y a des tas de belles choses à voir dehors et à expérimenter de plein d'autres façons. Mais il y a une poignée d'enfants qui vont y trouver une source d'émerveillement. Et je présume que vous en faisiez partie si vous êtes toujours là dans la vidéo. Au début, le terrain de jeu il est minuscule, hein, évidemment. Mais vous vous rendez compte très vite que l'on peut créer des relations entre ces chiffres. Il y a par exemple les chiffres pairs d'un côté et les chiffres impairs de l'autre. Et bien plus captivant, vous pouvez les combiner pour donner des nombres. Et là, vous élargissez irrémédiablement votre terrain de jeu parce que vous passez de 10 chiffres à une infinité de nombres. Et les nombres, on les obtient de façon très naturelle. Hein. C'est pour ça d'ailleurs qu'on appelle ça les entiers naturels, notamment. Et ces nombres, vous avez le pouvoir de les additionner, de les soustraire, de les multiplier, etc. Plus compliqué, vous décidez d'en prendre plusieurs et de les faire agir sous la même action. Par exemple, vous les multipliez par 4 et vous leur ajoutez 3, ou encore vous les multipliez par eux-mêmes. Et vous venez alors de découvrir le concept qui se rapproche des fonctions affines et des fonctions quadratiques. Plus surprenant encore, vous découvrez à travers votre maman qui fait de la pâtisserie l'existence de nombres entre les chiffres. Les proportions en cuisine vous donnent effectivement une ébauche de ce qu'on appelle les nombres rationnels, c'est-à-dire par exemple un demi, un tiers, un quart, puis ensuite vous vous mettez à jouer avec la calculatrice de votre papa, vous appuyez par inadvertance sur la touche racine carrée ou sur ce drôle de symbole qui ressemble à une arche, et vous découvrez alors des nombres bien plus chaotiques, les nombres irrationnels. La curiosité est alors à son paroxysme. C'est comme un arbre infiniment grand dont le tronc serait constitué par les chiffres et les premières opérations élémentaires, et qui gagne en complexité et s'étend à chacune des branches. Et à ce moment-là, vous manipulez naïvement les choses, vous expérimentez, et c'est la façon la plus ludique et la plus passionnante de faire des maths, mais vous ne soupçonnez pas encore des tas de choses très très subtiles. Par exemple, il y a une infinité de nombres irrationnels. Vous pouvez en construire une infinité assez facilement avec la racine carrée, mais se dire que c'est un infini plus grand que l'infinité dénombrable des nombres rationnels, ça c'est assez stupéfiant déjà. Vous découvrirez ça bien plus tard avec l'argument classique de la diagonale dévastatrice de Cantor, et même plus généralement avec le théorème éponyme, vous vous rendrez compte qu'il y a des infinis bien plus grands que d'autres, et qu'il existe même une infinité d'infinis, et qu'il y a toujours un moyen de les comparer. Alors étant gosse, je vous rassure, c'est relativement insoupçonnable, hein, ça vous le découvrirez que bien plus tard, à condition de nourrir cette curiosité et donc cette passion. Chose que vous allez faire naturellement au fil du temps, et vous allez donc constamment vous retrouver dans l'inconnu et dans la stupeur. Il y a un renouveau constant qui s'opère, vous pouvez toujours aller plus loin, toujours généraliser, et c'est ce qui rend les maths d'ailleurs délicieuses. Mais là on s'écarte du sujet, revenons à des choses un peu moins obscures. Quand vous manipuliez les nombres entiers notamment, mais vous avez remarqué une famille de nombres assez déroutante que les premiers bergers il y a des millénaires avaient déjà remarqué. Supposons un instant que vous avez un troupeau de bétail et que vous devez le partager équitablement. Si vous avez 12 bêtes, vous pouvez, hein, vous faites 2 paquets de 6 ou même 4 paquets de 3, il y a plusieurs possibilités équitables. En revanche, si vous en avez 13, vous ne pouvez pas. À moins de couper une bête en deux, mais c'est vraiment pas le but d'un berger, hein, j'imagine. Et de même, si vous avez 17 bêtes, 19 bêtes, 23 bêtes, etc. Cette famille de nombres qui ne semble pas être divisible autrement que trivialement, elle porte un nom, on appelle ça les nombres premiers. Première question légitime, combien en existe-t-il? Et là, par un raisonnement par l'absurde assez élémentaire, si j'ose dire, on peut se rendre compte qu'il en existe en réalité une infinité. Parce que si vous supposez par l'absurde qu'il n'en existait qu'un nombre fini, que vous avez une liste complète de ces nombres premiers, qui va de P1 jusqu'à Pn, et ben en fait on pourrait toujours en construire un nouveau. Il suffit de prendre le produit de chacun des nombres, donc P1 fois P2 jusqu'à Pn, et vous l'augmentez de 1. Ce nombre il est premier, il n'est divisible par aucun des nombres premiers précédents qu'on vient de faire par construction, et donc par conséquent, bah, ça contredit le fait que la liste qu'on a créée était complète. Donc nécessairement, il existe un nombre infini de nombres premiers. C'est la preuve la plus classique, c'est pas la seule preuve, hein, évidemment, il y en a des très belles dans le livre Raisonnement divin de chez Springer, je vous laisse y jeter un œil si vous voulez. Ce n'est pas l'objet de la vidéo actuelle. Et donc malgré le fait qu'il soit en nombre fini, on observe néanmoins une raréfaction des nombres premiers. Plus vous allez loin, et moins il y en a. Par exemple, entre 1 et 100, vous avez 25% de nombres premiers, mais quand vous vous intéressez aux nombres premiers entre 1 et 1000, il y en a seulement 17%, entre 1 et 10 000, ça tombe à 12%,
etc., etc. Si bien que la proportion, elle tend carrément vers 0. C'est un résultat qui est assez perturbant, mais on y reviendra plus tard. Seconde question légitime, qu'est-ce qu'il symbolise? Ça c'est assez intéressant parce qu'on pourrait se dire que c'est juste des curiosités insignifiantes, mais en réalité c'est bien plus profond que ça. Parce que ça constitue réellement le ciment des nombres entiers. Tout nombre entier, j'insiste, n'importe lequel, vous pouvez le construire à partir d'un produit de nombres premiers. J'insiste vraiment, n'importe lequel tant qu'il est supérieur ou égal à 2. Et plus fort encore, cette décomposition en facteurs premiers, elle est unique. Donc le squelette de chacun des nombres entiers est distinct, c'est-à-dire que chaque nombre entier a son propre ADN. Et si vous voulez lire cet ADN pour en connaître un petit peu plus sur l'identité de votre nombre entier, il suffit de regarder sa décomposition en facteurs premiers. Ce résultat splendide qu'on vient d'énoncer porte le doux nom de théorème fondamental de l'arithmétique. En particulier parce que les nombres premiers sont fondateurs des nombres entiers. Vous pouvez fonder n'importe quel nombre entier à partir des nombres premiers. Et les plus intéressés par la démonstration de ce résultat devront se tourner vers un principe qu'on n'a pas évoqué directement sur la chaîne, qui s'appelle le principe de récurrence forte. Que ce soit l'existence ou l'unicité, vous pouvez pas faire autrement. Ici, c'est bien entendu toujours pas le sujet, mais c'est intéressant à voir, en particulier si vous venez de rentrer en sup et que ce raisonnement vous parle. Ça permet de faire un petit peu de belle arithmétique théorique, et oui, ça existe, ce n'est pas un oxymore. Donc on a déjà deux résultats remarquables, qui permettent déjà de faire un peu transpirer la passion, et on pourrait se demander, est-ce qu'il n'y aurait pas par exemple, d'autres résultats remarquables. Posons-nous donc d'autres questions. Existe-t-il par exemple une infinité de nombres premiers jumeaux, c'est-à-dire exactement séparés de 2, comme par exemple 5 et 7, 11 et 13, 17 et 19. On pourrait même aussi se demander, est-ce que tout nombre entier est somme de 2 nombres premiers? Ou alors même, un peu plus compliqué, est-ce qu'on peut pas construire carrément une formule exploitable en un temps raisonnable qui permet de générer une infinité de nombres premiers? Et il serait vachement intéressant de parler des réponses à ces questions, sauf que le problème, c'est qu'on les a pas. L'existence d'une infinité de nombres premiers jumeaux, de nombres premiers sexy, etc., on n'en sait rien, c'est encore un grand mystère. Quant au fait que tout nombre entier puisse s'écrire comme la somme de 2 nombres premiers, c'est ce qu'on appelle la conjecture de Goldbar, c'est encore une hypothèse, on n'en sait rien non plus. Et il existe des formules qui permettent de générer une infinité de nombres premiers, sauf qu'elles sont basées sur ce qu'on appelle le théorème de Wilson, et donc elles ne sont pas exploitables parce que ça vous donne des algos en temps factoriel, et donc du coup, le soleil aura eu le temps de s'éteindre avant même d'avoir des résultats satisfaisants. Et donc, la question que tout le monde se pose actuellement, c'est pourquoi on n'a pas les réponses à ces questions actuellement. Ça fait des millénaires que les nombres premiers triturent les esprits des matheux les plus chevronnés. Les propriétés que j'ai énoncées, elles sont compréhensibles par un enfant de 8 ans qui s'y intéresse suffisamment, et pourtant, on est face à un mur. Et je crois d'ailleurs que c'est ça qui me fascine le plus dans les maths. Avant même de savoir à peu près parler convenablement, on peut se rendre compte de ce qu'est un nombre premier. Pas forcément en mettant le nom exact dessus, mais je veux dire c'est une notion qui reste très élémentaire, et je dirais même ludique, sous certains aspects. On peut s'amuser à faire un crypte d'Ératosthène sur les entiers de 1 à 100, c'est assez intéressant, c'est assez ludique. C'est pour ça que j'ai pas d'amis, putain. Mais pourtant, il subsiste un brouillard très épais, et même un mystère faramineux sur cette notion depuis des millénaires. Et je trouve vraiment ça phénoménal. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai toujours été fasciné par l'algèbre, parce que l'inconnu face à des choses qui paraissent élémentaires, c'est stupéfiant, je trouve, ça attire réellement. Et j'ai l'intime conviction qu'en tant que ciment des nombres entiers, et parce que les maths sont le langage de l'univers, on a tout intérêt à s'intéresser aux nombres premiers. Alors je dis pas que c'est la réponse à toutes les questions métaphysiques, philosophiques, etc. Néanmoins, la symphonie créée par ces nombres, elle est délicieuse, et elle renferme très certainement des secrets encore insoupçonnables. Là, je vous vends le truc à fond, parce que selon moi, la théorie des nombres, c'est une des branches les plus sensationnelles de toutes les mathématiques. Systématiquement, quand j'avais un mémoire à faire et à rendre, je m'occupais exclusivement de ce genre de domaine. Bien évidemment, je peux comprendre que certains préfèrent l'analyse à l'algèbre, il y a tout autant de théorèmes fonctionnels qui mettent une claque, et merde, quand vous approfondissez la théorie des corps, que vous vous retrouvez avec des extensions, des trucs, des schémas très beaux, et même vous rencontrez Galois, c'est plus une claque que tu prends, c'est une bifle de Manuel Ferrara. Un truc que j'ai pu constater dans mon entourage, c'est que la plupart des algébristes sont quasiment nés passionnés à chaque fois. Et les analystes, de l'autre côté, ils sont devenus passionnés avec le temps, c'est-à-dire qu'à partir d'un certain âge, il y a la passion qui s'est déclenchée, c'était un centre d'intérêt très fort, je présume, au départ, mais voilà, c'est ce que j'ai pu constater. Et très longtemps, j'ai pesté contre l'analyse, j'ai pas une très bonne intuition analytique, je pense que la plupart qui me côtoient le savent. Tu me mets le nez dans des espaces LP, je panique. Je me mets le nez dans des espaces de Sobolev, je fais un coma instantanément. Mais pourtant, j'y trouvais quand même un peu de charme. Fourier, par exemple, belle claque dans la gueule. La densité des polynômes trigonométriques dans l'espace des fonctions continues périodiques, c'est quand même très beau. Mais pour autant, c'est pas un truc vers lequel je me tournais naturellement, avec fougue et ardeur, tout ça. Je suis pas complètement malade non plus. Et puis, est venu ce jour fatidique où j'ai découvert la théorie analytique des nombres. La théorie analytique des nombres, le premier véritable pont entre l'algèbre et l'analyse, un bijou que Dirichlet a construit de ses propres mains et que j'ai découvert un peu par hasard en faisant un mémoire sur un théorème de densité analytique qui est phénoménal et qui te dit simplement tu prends A et B, deux entiers premiers entre eux,
mais je te donne, parmi les nombres premiers, la proportion approximative de nombres premiers congrue à A modulo B. Et le tout avec une formule simplissime, c'est 1 sur l'indicatrice de l'aire de B. Conséquence, tant que A et B sont premiers entre eux, vous avez une infinité de nombres premiers congrus à A modulo B. Théorème de la progression arithmétique de Dirichlet, qui se démontre analytiquement avec la fonction de zeta de Riemann. Autre claque similaire, théorie probabiliste des nombres, la proba que deux nombres soient premiers entre eux, elle vaut 6 sur pi au carré. Vous voulez une nouvelle claque encore ? Un équivalent asymptotique simple du nombre de nombres premiers, c'est n sur ln de n. Et ça s'arrête jamais. Chebotarev, Jacobi, Deligne, etc. C'est des claques en continu et c'est à en pleurer d'émerveillement quand vous comprenez l'essence et tout ce que ces théorèmes impliquent. Pour clôturer ce blabla, j'aimerais vous raconter une petite anecdote qui date de cet été et qui à mon avis va vous faire rire. Certains sont au courant, mais cet été j'ai été réceptionniste dans un hôtel 4 étoiles et la nuit vous vous rendez bien compte que à partir de 2h du matin c'est le désert, il y a personne, vous êtes tranquille. Donc ce que je faisais quand j'avais du temps libre et personne à aider, je me mettais à une activité qui nécessitait de poser son cerveau, par exemple plier du linge, et je me mettais systématiquement une conférence en fond sonore. Alors pas forcément des maths, il m'arrivait de faire des nuits entières philo où j'écoutais, je buvais les paroles de André Comte-Sponville par exemple. Je veux dire, restons éclectiques, c'est tout aussi intéressant. Et sincèrement, ce serait un rêve de pouvoir discuter avec lui, j'insiste vraiment un rêve, même si je dois faire mes 1000 km, juste discuter, philosopher 10 minutes avec lui, malgré mes lacunes, je veux dire, je suis pas une flèche en philosophie, parce que c'est vraiment un homme exceptionnel, je trouve. Et donc bref, une nuit, je suis tombé sur une conférence de théorie des nombres qui était présentée par Gerald Tenenbaum, qui est un pilier de la théorie des nombres actuelle. Je pense que ce nom doit vous être familier si c'est un domaine qui vous intéresse. Et donc c'est un monsieur qui a toujours des anecdotes géniales concernant Paul Erdős. Donc il en parlait plus ou moins brièvement depuis 45 minutes, et il évoquait jusque-là des résultats que j'avais déjà entendus, donc bon, j'écoutais d'une seule oreille, et à un moment, il lâche une bombe. Il commence à parler d'un résultat quantitatif concernant les nombres premiers, dont je n'avais jamais entendu parler. Et quand je l'ai entendu, je n'y croyais pas. Je lâche donc ma serviette, j'avais même pas fini de la plier. Je reviens donc 30 secondes en arrière, j'écoute attentivement, et là, je suis bluffé. L'écoute se passe et je vous promets que c'est vrai, je pleure tellement c'est beau. Au fur et à mesure qu'il annonçait le résultat et qu'il le décrivait, les larmes me montaient et je vous jure, j'ai lâché des larmes, vraiment, c'était phénoménal. Parce que le résultat dont je vais vous parler, il est bouleversant. Il affirme en gros que si vous prenez un nombre entier normal, c'est-à-dire que vous le prenez au hasard, mais vraiment au hasard, c'est vraiment le truc le plus impartial possible, c'est-à-dire que vous dites pas 2572, non, c'est pas ça un entier normal, c'est vraiment vous le prenez au hasard, un peu comme si vous aviez une loi uniforme sur n tout entier, et vous tombez avec une probabilité 1 sur un nombre qui est astronomiquement grand, forcément. Il est tellement grand que même si vous aviez 1000 copies de l'univers et que vous écriviez un chiffre de ce nombre sur chacun des atomes, vous n'auriez pas la possibilité de l'écrire. J'insiste, si vous prenez un nombre entier au hasard, la probabilité qu'il soit gargantuesque, elle est de 1. Si on voulait rentrer les informations de ce nombre dans votre cerveau, genre on le rentre en brute force, peu importe ce qui se passe, et l'entropie générée, elle serait telle que ça créerait un putain de trou noir dans votre crâne et ce serait instantanément la fin de l'univers. Donc vous prenez ce nombre entier n normal, vraiment qui a été pris au hasard, que je peux évidemment pas donner d'exemple, et vous le décomposez dans l'ordre en produit de facteurs premiers, c'est-à-dire que n c'est P1 jusqu'à Pk, avec P1 inférieur à P2, inférieur, etc. Et le théorème dû à Erdős en 46 affirme que de façon presque sûre, c'est-à-dire avec une probabilité égale à 1, que pour tout i entre 1 et k, le double logarithme itéré de Pi, il est environ égal à i, l'indice du nombre premier que vous regardez. Est-ce que vous vous rendez compte de ce résultat de taré? Je prends un nombre entier normal, vraiment, je le prends, je le décompose, je prends le 14e facteur premier, je regarde le double log itéré, et le log de P14, il sera à peu près égal à 14 de façon quasi certaine. C'est exceptionnel. Ce qui signifie grosso modo que l'anatomie d'un nombre entier, ses informations, etc., sa structure multiplicative intime, ne dépend que de sa taille, et uniquement de ça. Donc, il n'y a plus de secret. Enfin si, il y a encore pléthore de mystères un petit peu partout, mais ça, c'est exceptionnel. Il y a un truc qui m'a fait beaucoup rire quand j'ai préparé cette vidéo et que j'ai un petit peu épluché le site internet de Gerald Tenenbaum, c'est qu'il a sorti un papier sur son site d'une 30aine de pages qui décrit ce qu'est un nombre normal. Et ça fait genre 30 pages, tout ça pour conclure par la phrase « Bon, un entier normal, c'est un petit peu comme un électron, on pense savoir ce que c'est, mais dès qu'on pense vraiment savoir ce que c'est, ça se transforme en nuage. » Voilà, merci, je trouve que c'est pépite vraiment ce genre d'éclair d'honnêteté à la fin d'un papier de recherche qui tente de caractériser quelque chose, c'est phénoménal, je trouve. Et je vous arrête tout de suite, j'ai essayé de regarder une preuve du résultat dont je vous ai parlé, et c'est beaucoup trop dur pour moi. C'est à des années-lumière de ce que je pourrais appréhender, c'est ridiculement difficile. Donc à moins de rencontrer un pilier de la théorie des nombres et d'en parler avec lui et d'étudier un petit peu la chose, jamais je pourrais vous en parler plus profondément, parce que je suis pas un expert en théorie probabiliste des nombres,
très loin de là, vraiment. Donc si vous voulez approfondir ce résultat et savoir d'où ça vient, je vous suggère de contacter Monsieur Tenenbaum qui a refait une démonstration de ce résultat. Et étant donné qu'il est bien plus qualifié que moi à ce niveau-là, c'est une infinité de bien, et ben je suis sûr qu'il vous racontera de très belles choses. Et puis voilà, bah on arrive au bout, hein. On a fait le tour de pourquoi je trouve que les maths sont fascinantes. Et j'espère que ceux qui ont une petite aversion envers elles et qui sont restés jusqu'au bout, ce sera un miracle, et ben seront moins durs à l'avenir avec les mathématiques. Ça m'a fait plaisir de vous parler de tout ça, ça faisait longtemps, hein, après tout, que je chômais et que je postais des trucs pour me défouler, genre mathématiques, désolé. Hein. On essaye de se retrouver assez vite pour de nouvelles aventures au pays des maths, hein. Je sais que vous avez la ref. Je vous fais des bisous, je vous aime fort, et à bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut tout le monde.